Radio Nisapantai tenduna sempre de mai. Caere Politiche, lo cartedor politiche della Radio Nisapantai. Une émission co-présentada da Christophe Daurure et Cyril Joannin. En esclusività per la Radio Nisapantai, des reportages exceptionnels sur des sujets d'actualité en Contea, en Occitania tutta, ou même à l'international. Alors, car amici auditrices et car amici auditeurs, benvenuti e benvenuti in questa édition exceptionnelle de l'émission Caire Politique, une émission politique qui traite des sujets divers, émission de Radio Nisapantai, et la présence de Christophe Daurure et Cyril Joannin qui sont co-organisateurs de l'émission, et la présence de Cédric Rousseau de Radio Occitania. Buona Christophe, buona Cédric. Buona. E buona. Ciao, adiciat, sadeu, me desencuisi, sabi pas dise bunjun en Corse, ma vaki, adiciat. Donc, a stusser avant kuma convidadi e convidate avant Anna Maria Sgaravizzi Garcia, che rappresenta la Tierra O per Provenza di gli Alpi Marittimi. Adieu, buonasera a tutti. Avant também Peire Manzanares, buona Peire. Bona tarda, des de Perpinyà. Avant Anna do coletivo de solidaritat do poble catalan de Alpes Maritimes, o Col Sol 406, que es vengut stusera nous parla. Buona Anna. Hola, bona tarda. Et avant também l'honneur d'accueillir Frances Alfonsi. Buonasera a tutti. Stusera avait un députat européen, avait donc une candidate per les votations régionales et en province au Pécoussière d'Azur, et aura un députat du Parlement français, le Paul Molac, che sarà in direct de Bretagne, perché anche si trova in Bretagne, et donc a capita d'avere la maggiorità per una lei patrimoniale sulle lingue regionali e su espandiment, donc è proprio importante la suvenguda, e è un giù che è importante fin anche perché è un giù di revendicazioni, un giù di manifestazioni, un po' dappertutto di tutte le regioni di France métropolitaine, ma fin in Corsica, fin il paese d'Outre-Mar, e a co è organizzata da collettivo perché viugo le nostre lingue. Donc già in novembre del 2019 eravamo a Paris per manifestar, e stucou siamo a manifestar un po' dappertutto. Aquí nella nostra regione sto matin il y a une manifestation à Zay des Provinces, sto predina il y a une manifestation à Toulon, à Nice il y a une conférence de presse des professeurs de langue régionale de l'Académie de Nice. Donc un moulon de cau, et encore sabem pas tout bessay que le Cédric ça aussi que s'y passe do Cussa de Toulouse, Cédric. Alors, dau costat de Toulouse, si passet pas gran cause, en fi al darrier moment, lo monde de comment se dit, de convergence occitane a organizat una piccina massada darrier lo Capitoli, però sto giunbe de se fa plaveir pel consummatge, si de non lo creo Toulouse abion decidit d'anar dau costat des Albi. Auren, eu ieri pas, mais i dus collègues, le Clemens et l'Alex, qui eron, donc vous farem passar des sons. Ma voix, c'est bouleguet, et vezen sur Facebook, c'est bouleguet un boussi de pertout, c'est bouleguet animes, al niveau de l'Ucita, almens, vous pouvez dire, c'est bouleguet animes, c'est bouleguet d'au costat de Bordeaux, tabé, c'est bouleguet à Pau, c'est bouleguet un boussi dins Uccitanio tout al niveau Ucita, et me pensi que un boussi parier a Catalunya, a Bretagne, a Corsega, ma bon, sus tutaco, beleu le nostres convidats nos en pudun dise mai. Vicky, allora, de donar la parola ai convidati, devi precisare lo tema
de l'émission d'Estusera et la raison per la quale avem convidat tant de convidat prestigius es la lei Mulac. Donc per fare un piccin compendi de la lei Mulac de cinques, la lei Mulac és una lei que és estat preparat per lo deputat breton Paul Mulac, qui a hagut une initiativa courageuse, qui a capita de faire adoptar per lo Parlament français una lei che desbloca des mesures importanti per promoure le langues minoritarie regionali, especialment encourager une offerta d'enseignement facultatiu en langue regionale dins les écoles publiques, autoriser l'enseignement immersiu dins les écoles publiques en langue régionale, installer une ajoute quand le pichou vend dans l'école des langues régionales, un devoir de la sous-commune, encourager l'inscription publique et visible en langue régionale et obliger l'administration d'accepter le prénom et le signe diacritique le signe qui sont pas françaises, comme notamment le fameux N et le tilde qui avait fait polémique en Bretagne, qui et donc est une progrès énorme parce que jamais il y aura un dispositif tant avancé que aquesta lei, donc c'est un peu une révolution. Malheureusement il y a eu une réaction jacobine et notamment initiée par le ministre de l'Éducation, l'Ufusadour des langues minoritaires et régionales, Jean-Michel Blanquer, qui a sur le coup décidé d'aller porter au Conseil constitutionnel français une réclamation et la décision du Conseil constitutionnel vint de mutiler la lei Mulac et notamment a censuré deux punts d'aquesta lei, forabandisse l'enseignement immersif en langue régionale dans les écoles publiques et forabandisse de registrer dans l'état civil le prénom en langue régionale qui était nos des signes diacritiques qui sont pas françaises. Veki un résumé et tout à coup le Conseil constitutionnel a pris comme prétexte l'article 2 de la Constitution de l'État française qui dit que la langue de la République est le français. Donc aura per mai parler en détail de tout à coup préparer de donner la parole un premier à François Alfonsi per nous que nous donne le suavis. La journée de mobilisation qui a traversé toutes nos régions, du Pays Basque à la Corse, en passant par toute l'Occitanie, la Catalogne, l'Alsace, la Savoie, la Bretagne, bien sûr, où il y a une très forte manifestation, montre que cette question de langue régionale est revenue à l'agenda des questions prioritaires en France, et ça, c'est déjà quelque chose de très important. C'est l'aboutissement d'un travail qui a été à la fois un travail associatif. Il y a eu beaucoup de travail fait par les associations, notamment celles impliquées dans l'enseignement des langues régionales, qui se sont retrouvés dans le même collectif pour que vivent nos langues, qui a été créé dans le cadre du Parlement européen en septembre 2019 et qui depuis 2 ans n'a jamais cessé de, malgré la situation sanitaire, de faire monter ses demandes face à la réforme Blanquer du baccalauréat, qui est une réforme qui condamne les langues régionales à être progressivement marginalisées puis éliminées des cursus éducatifs de l'éducation nationale française. Et parallèlement, Paul Molac était à l'origine de ce collectif avec moi-même. Il a pu bénéficier au Parlement de l'Assemblée nationale d'une niche parlementaire, celle de son groupe Liberté et Territoire. Dans un premier temps, la première lecture a été un échec, puisque le ministre Blanquer avait obtenu de sa majorité la censure de l'essentiel de sa proposition de loi. Mais au Sénat, une autre majorité s'est manifestée à la demande à nouveau d'un groupe parlementaire où il y a un sénateur corse
et aussi des sénateurs écologistes. Et c'est là que le tournant décisif a été pris, quand une majorité de sénateurs, une très grande majorité de sénateurs, ont, contre l'avis de Jean-Michel Blanquer, décidé de rajouter au texte de réintroduire dans le texte les éléments que Paul Molac avait souhaité introduire en première lecture et qui avaient été censurés. Et quand tout cela est arrivé en seconde lecture devant l'Assemblée nationale, le ministre a à nouveau affirmé son opposition et la majorité, mais une très large majorité de députés, y compris ceux du groupe de la majorité présidentielle, ont voté en faveur de Alain Molac contre les consignes du gouvernement et du ministre. Je pense que ce parcours, cette séquence de 2 ans est importante. D'abord parce que quand ils ont pensé par la réforme du baccalauréat donner un coup de grâce aux langues minoritaires, nous étions un peu dans les oubliettes de l'actualité, peut-être même de l'histoire. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes sur le devant de la scène, et c'est l'État jacobin, l'État profond français, celui qui ne supporte pas l'idée de la diversité, qui est dans ses retranchements. Il est retranché derrière le pont-levis du Conseil constitutionnel, il est retranché derrière le mur de la Constitution, mais je pense que c'est plutôt lui aujourd'hui qui est en difficulté, et face aux très importantes manifestations qui ont lieu aujourd'hui partout, je crois qu'il est encore plus en difficulté. Donc voilà, moi ce que je retire de cette séquence, c'est le sentiment que l'action collective a permis d'additionner toutes nos forces pour arriver à redevenir un problème essentiel dans le paysage politique français. Les partis politiques, les candidats à l'élection présidentielle sont désormais sommés de se positionner sur une modification de la Constitution de façon à ce que une telle censure ne puisse se reproduire, et je pense que c'est quand même un bilan politique extrêmement positif. Moi, j'ai une petite question par rapport à ça, justement. Moi, j'ai eu l'occasion de vous interviewer il y a quelques années, François Alfonsi. Vous m'aviez expliqué déjà que, chose rigolote, quand vous étiez député européen, enfin rigolote, on va dire qu'en région, Pierre Moscovici avait dit, mais le problème se pose pas en France. En France, nous n'avons pas de langue minoritaire. Vous m'aviez fait remarquer aussi que le problème, c'est qu'en France, dès qu'il y avait un problème avec la France, on disait il y a un problème avec Sarkozy, avec Hollande, avec Macron, alors que dès qu'il y a un problème en Europe, tout le monde dit c'est la faute de l'Europe. Alors que je cite votre phrase, ça m'avait beaucoup plu, vous m'aviez dit les gens s'ils veulent pas d'une Europe libérale, il y a une solution, il faut pas qu'ils votent pour des libéraux. Justement, moi, à chaque fois qu'on ramène ça sur le terrain de l'État français, alors je fais pas du négationnisme ou du séparatisme, je dis pas, j'ai un peu l'impression qu'on va pleurer sous les fenêtres en mode notre bon maître, excusez-nous d'exister. Est-ce que justement, et peut-être les collègues catalans auront aussi une réponse, parce que je sais que du côté Catalogne du Sud, c'est ce qui se vise aussi. Est-ce que peut-être l'occasion serait pas de bouder un peu Paris, d'aller directement vers Bruxelles et de pousser, ça serait bon, moi je pense, et pour nos langues et nos cultures, et aussi quelque part pour l'Europe, qui a, on va pas se mentir, vraiment besoin d'être reconstruite que sur notre modèle, que le modèle libéral actuel. Mais j'ai mené, lors d'un précédent mandat, un débat sur l'avenir des langues européennes menacées de disparition, qui concerne l'ensemble de nos langues dans l'Hexagone, et j'ai obtenu un vote extrêmement majoritaire du Parlement européen. Donc ça peut se faire, ça peut se refaire, et je pense que nous allons, la date programmée c'est le 8 juillet, à Strasbourg, lors de la session plénière, organiser pour l'intergroupe des langues minoritaires de l'Europe une réunion de travail autour de cette question de la censure du Conseil constitutionnel contre les langues régionales en France. Donc nous allons toujours utiliser l'Europe pour montrer du doigt le repli sur soi de l'État français, parce que si vous faites le tour des frontières de la France en Europe, ça commence avec la Belgique, ça se termine avec l'Espagne, en passant par l'Italie, la Suisse ou le Luxembourg, où la coefficialité est la règle et où la pratique de plusieurs langues officielles est largement répandue dans la vie quotidienne et la norme. La France, c'est l'exception, c'est le repli sur soi. Donc ça, on peut le faire. La différence qu'il y a, c'est que l'Europe n'a pas de compétences en matière linguistique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer Madame von der Leyen allant à Paris tirer les oreilles de Monsieur Blanquer en lui disant c'est pas bien ce que vous faites. Ça, il faudrait pour ça qu'elle ait une compétence. Alors, quand ils ont la compétence, je pense au problème, j'étais en campagne avec eux en Bretagne, il y a des algues vertes. Là, il y a une compétence de l'Europe sur les
mesures de protection de l'environnement. La France est en infraction, elle a été condamnée à plusieurs reprises, et là, on est en situation, compte tenu du traité, une situation juridique qui permet aux dirigeants européens de condamner la France à des sanctions. C'est pas ça pour autant qu'il a fait changer de politique agricole, bien sûr, mais ça met quand même l'Europe en pression sur la situation et ça oblige le gouvernement français à évoluer un peu. Sur les langues, il n'y a pas cette obligation. Ce que je disais sur l'affaire de Moscovici, c'est que, comme vous le savez sans doute, Moscovici est d'origine roumaine, et c'est au moment où il était ministre des Affaires européennes de la France que la Roumanie a adhéré à l'Union européenne. Et comme c'est un pays en cours d'adhésion, il a l'obligation de ratifier un certain nombre de textes fondateurs de l'Union européenne, comme la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, et il doit ratifier la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Et la Roumanie ne voulait absolument pas le faire. Donc la Roumanie se tourne vers la France, en l'occurrence M. Moscovici, et qui en plus est d'origine roumaine, donc il devait sentir qu'il pouvait avoir un allié, et il lui demande, mais enfin la France n'a pas ratifié, pourquoi vous voulez que nous on ratifie? Et c'est là que Moscovici, un peu embarrassé, a dit, mais nous on n'a pas ratifié, puisqu'en France il n'y a pas de langue régionale. Voilà, donc en réalité ce n'est pas ça, ils n'ont pas ratifié parce que la France était dans l'Europe avant que cette charte soit devenue un texte contenu dans les critères de Copenhague, c'est-à-dire dans les critères qu'un pays voulant adhérer à l'Europe se doit de remplir. La France étant déjà dans l'Europe, elle n'avait pas à se conformer à ce texte qui est intervenu postérieurement à son adhésion. Voilà la subtilité juridique. Mais on sent bien que la France est toujours mal à l'aise vis-à-vis de cette question de l'oppression sur les langues régionales. Elle est montrée du doigt. Elle n'est pas dans les standards de l'Union européenne, parce que les standards de l'Union européenne, c'est la protection des minorités, c'est la protection des langues régionales. Et cette situation les embarrasse beaucoup, parce que vous connaissez l'orgueil de nos dirigeants, ils veulent être toujours plus européens que la moyenne des Européens. Donc nous, ce travail que l'on fait pour saper leur crédibilité est un travail indispensable. Il participe au rapport de force global. Et le rapport de force globale, comme je vous le disais à l'instant, il me semble qu'il est en train de se renverser. C'est-à-dire, jusqu'à présent, en gros, on était aux oubliettes, et aujourd'hui, c'est eux qui ont été obligés de se retrancher derrière le pont-levis de la Constitution en disant ne touchez pas. Mais enfin, on sent bien que la Constitution, pour eux, c'est un peu comme le mur de Berlin pour le communisme il y a 30 ans. Le mur jacobin va tomber lui aussi. Mais aujourd'hui, avec le travail politique, l'influence très importante de la loi Molac, la révolte de nos concitoyens au moment où le Conseil constitutionnel a jugé bon de la censurer, tout ça montre que c'est une question d'actualité, que c'est le moment pour tous d'essayer d'apporter le plus fortement possible notre contribution à ce qui ébranle les certitudes de l'État français. Voilà, ne pas oublier que le mur de Berlin, il est tombé de manière qui a surpris un peu tout le monde. Alors, rapidement, justement, pour faire de la pédagogie, avant de faire réagir les autres collègues. Donc, concrètement, là, vous êtes en train de me dire, François Alfonsi, on salue d'ailleurs Paul Moller qui vient de nous rejoindre, vous êtes en train de me dire que là, concrètement, si à l'heure actuelle, la France devait candidater pour entrer dans l'Union européenne, elle ne pourrait pas, et notamment à cause de la charte. On lui demanderait au préalable d'avoir ratifié la charte. Ce qu'elle ferait fort mal volontiers, parce que ça supposerait qu'elle modifie sa constitution. Elle l'a fait pour d'autres choses. Quand le franc était la monnaie sanctuarisée par la Constitution française, quand on est passé à l'euro, on a modifié la Constitution pour enlever cet article qui disait que la monnaie de la France, c'est le franc. Donc, elle modifierait sa Constitution. Est-ce que le ferait en supprimant l'article 2? Je n'en suis pas certain. Puis, à la limite, dire que le français est la langue de la République ne me dérange pas. Oui, en France, on parle français. Faut-il pour autant empêcher la vie des langues régionales? C'est ça le problème. Et c'est en fait tout le problème de la protection constitutionnelle. Il est nécessaire là, c'est-à-dire qu'à l'article qui dit que les langues régionales sont le patrimoine de la République, il faut bien sûr ajouter une phrase qui dit que rien ne saurait s'opposer à leur épanouissement dans le cadre de la Constitution française. Voilà. À ce moment-là, l'interprétation de l'article 2 tomberait par nature. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure quand même de faire peser le rapport de force. Est-ce que ça en fera avant les élections présidentielles? Je ne le sais pas. Mais déjà, obtenir des candidats à l'élection présidentielle qui prennent l'engagement formel de modifier la Constitution
en y introduisant la protection des langues régionales face à l'interprétation du Conseil constitutionnel, ça me semble un objectif que l'on peut se fixer. La mobilisation d'aujourd'hui est le gage d'une capacité forte à faire pression. Vous voyez bien que s'il y a eu les 3/4 des députés qui ont voté la loi de Paul Molac, ou presque les 3/4, c'est que un député, en gros, c'est le thermomètre de l'opinion publique dans sa circonscription. C'est-à-dire que l'opinion publique française, au-delà de l'Occitanie, au-delà de la Corse ou du Pays Basque, est aujourd'hui prête à recevoir l'idée qu'on ne peut plus réprimer les langues régionales à l'intérieur de l'Hexagone. Donc à Buona Paolo, bonjour Paul. Donc justement le thème c'était la loi que vous avez instituée, et donc on a fait un résumé un peu de ce qui s'est passé, de ce que proposait cette loi et de la censure qu'elle vient de subir. Et donc quel est votre avis sur tout ça, et comment voyez-vous l'avenir après? Alors pour vous dire, c'est une manœuvre évidemment du ministre de l'Éducation nationale qui a instrumentalisé une 60aine de députés pour faire un recours sur le forfait scolaire, parce que c'est ce qui posait effectivement dans la discussion, hein. C'est l'article qui est passé avec le moins de voix, si vous voulez, d'écart, hein. L'immersion s'est passé à 60 voix d'écart, quelque chose comme ça. Donc, et dans l'idée, en fait, je pense, parce qu'on savait de toute façon que le forfait scolaire n'était pas anticonstitutionnel avec la loi Carle, parce que le Conseil constitutionnel avait déjà, si vous voulez, validé la loi Carle. Donc, il était peu probable qu'il ne valide pas le forfait scolaire. Mais évidemment, l'idée de Blanquer, c'était que le Conseil constitutionnel, ce qu'il fait très rarement, se saisisse en fait de d'autres articles, ce qu'il n'a pas manqué de faire, c'est-à-dire les articles sur les signes diacritiques et celui sur l'immersion, avec une décision du Conseil constitutionnel très embêtante, parce qu'il dit que finalement la méthode pédagogique par immersion, alors il devient un grand maître en pédagogie par-dessus le marché, n'est pas possible dans l'enseignement public et associé. Et c'est bien ce qui pose problème, puisque ça veut dire que et associé, tous les établissements sous contrat d'association, ce que sont les calendrettes, la Bressol, la CHK, Diwan, etc., bien, cela voudrait dire qu'il faut qu'ils changent de pédagogie. Donc, c'est évidemment pas possible pour eux, puisque cette pédagogie qui existe depuis une 50aine d'années en France, mais qui existe dans le monde entier, évidemment, ils ne voudront pas en changer. Donc, ça pose un réel problème. Et d'ailleurs, Blanquer l'a dit, parce qu'il a été interviewé par Ouest France, et il a dit qu'il y aurait des évolutions. L'évolution, on la voit bien venir, c'est qu'en fait, cela devienne des établissements où on fait 50-50. Ce que, évidemment, ces écoles associatives se sont toujours refusées à faire. Et pour compléter, il faut savoir qu'il y a 19 écoles au Pays Basque où vous avez de l'immersion en maternelle. Donc, c'était l'idée de Blanquer, puisque l'idée derrière, c'est si jamais vous ne passez pas dans ce type dans l'école de la République, évidemment, vous ne serez pas un bon français. Et si on vous fait que de la langue régionale, ben évidemment, vous ne serez pas capable de parler le français. Et pour lui, évidemment, les langues portent des idées politiques. C'est-à-dire, le corse porte l'idée du séparatisme, comme le breton, le basque, l'occitan, etc. Bon. Il l'a dit d'ailleurs dans les discussions à l'Assemblée nationale. Alors, à partir de ce moment-là, comment on sort effectivement de ce qui est devenu d'un problème, j'allais dire pédagogique au départ, d'un problème culturel, c'est devenu un problème politique. Alors comment on en sort? Je suis tout à fait raccord avec ce qu'a pu dire François tout à l'heure, François Alphonse. C'est que il n'y a d'autre choix aujourd'hui, puisque l'interprétation du Conseil constitutionnel va à rebours des discussions qu'ont pu avoir les députés et les sénateurs en 1992 en mettant le français la langue de la République, puisqu'il était clairement dit que c'était contre l'anglais et non pas contre les langues régionales. Le Conseil constitutionnel, lui, préfère avoir une autre vision, c'est-à-dire qu'il l'a tourné essentiellement contre les langues régionales, pas seulement, mais essentiellement. Et donc, je ne vois pas d'autre solution pour, si vous voulez, sécuriser les choses au niveau juridique
qu'évidemment, nous devons, à mon sens, modifier la Constitution et tout simplement modifier cet article 2. Alors, peu importe, on peut deviser évidemment sur un certain nombre de possibilités, hein, on verra ça le moment venu. Changer la Constitution, ce n'est pas si compliqué que cela, à partir du moment où on a une majorité des 3/5. C'est-à-dire, il faut une lecture et à l'Assemblée nationale, une lecture au Sénat qui soit validée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il est évidemment plus intelligent de se mettre d'accord avec les principaux groupes du Sénat et de l'Assemblée avant. Et puis une fois que c'est fait, eh bien, il faut rassembler le Parlement en congrès à Versailles et lui faire voter. Et si les 3/5 en sont d'accord, eh bien, la Constitution est changée. Une modification partielle uniquement sur cet article 2 me semble tout à fait faisable si véritablement il y a une volonté politique. Parce que vous savez bien que c'est le gouvernement qui est maître de l'agenda des parlementaires et que donc c'est à lui de proposer un projet de loi constitutionnelle. Et si le président de la République et le Premier ministre, comme ils le disent, veulent régler le problème, bien voilà, c'est pas très compliqué. Il faut tout simplement enclencher une révision constitutionnelle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le reste, ça va être du bavardage et des manœuvres dilatoires. Alors moi, j'aurais une petite question. Moi, je vous préviens, je suis un peu ce qu'on appelle en occitan le grattocule de l'émission, celui qui met un peu le doigt là où il faut. En fait, il y a deux salles des 4 colonnes, il y a deux choses qui s'appellent les 4 colonnes à l'Assemblée, il y a la salle des 4 colonnes et il y a la buvette qui s'appelle les 4 colonnes, et on n'a pas forcément les mêmes discours dans l'hémicycle et dans la buvette. Petite pensée mesquine pour Bénédicte Taurine de la France Insoumise, députée ariégeoise que je connais bien, que je salue, c'est la préférée dire « je me suis trompé de bouton » pour pas s'engueuler Mélenchon et Corbière, parce que je pense, pour bien la connaître, qu'elle est plutôt pour. En dehors de l'hémicycle, quand vous discutez à la buvette de l'Assemblée, quand vous discutez entre vous les sentez comment, les députés français? Vous les sentez, je vous demande pas de balancer des noms, vous les sentez plutôt favorables à votre projet de loi ou Ils l'ont montré, non? Oui, mais bon, il y a le côté, comme je vous dis, c'est pas pour rien si je prenais l'exemple de Bénédicte, il y a ceux qui par moment ont tendance à suivre l'idée du groupe politique, mais qui derrière n'en pensent pas moins. Donc, en off, est-ce que les collègues, vous sentez que normalement votre loi, elle aurait dû passer finger in the noise, comme on dit en français, avant la loi tout bon, quoi. Elle est passée finger in the nose, hein. Je veux dire, 247 pour, 79 contre. Et je dois avouer que là, il n'y a pas beaucoup de lois qui passent avec c'est quand même quelque chose qui est sans appel, hein. Alors après, là, ça veut dire que les 3/5 on l'a à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on l'a au Sénat, c'est un autre problème. Mais je suis allé au Sénat et les discussions au Sénat, il faut savoir quand même que les sénateurs, ce sont eux qui ont validé l'article sur l'immersion. Et pourtant, avec un avis défavorable du gouvernement et de la rapporteure, parce que je m'étais arrangé avec les sénateurs, en fait, et je leur avais dit de mettre 2 articles. Un sur le forfait scolaire, parce qu'on s'était engagé à le faire, et celui sur les conventions avec les régions. Et puis j'avais dit, sur l'immersion, c'est peut-être pas le moment de le faire. Et puis, ça a été fait. Et malgré cet avis défavorable, et du coup, la rapporteure, qui était du groupe écolo, avec qui j'avais parlé, a donné un avis défavorable et c'est passé quand même. Donc, vous voyez, moi je crois que quelque part, là, l'opinion publique a tourné. Et derrière, les élus également. En fait, il n'y a que la technostructure d'État qui reste complètement arc-boutée sur une vision, je vais dire, post-révolution française du 19e siècle. Donc moi, je pense on peut avoir une majorité. Si c'est bien fait, si le gouvernement le fait et s'il réussit à discuter avec les différents groupes, les associations localement, elles, peuvent continuer leur travail et à pousser dans ce sens-là, parce que elles ont fait un travail énorme, hein. Moi, j'avais un certain nombre de personnes au téléphone de temps en temps, et mes assistants en avaient d'autres, etc. Et il y a eu, je vais pas les nommer parce que je vais en oublier, mais
y compris chez vous en Occitanie, global, hein, l'ère occitane. Il y a eu plein de gens qui se sont bougés. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, cette question-là, elle est largement gagnée. Donc, il faut excusez-moi. imposer l'idée, si vous voulez, d'une révision constitutionnelle. Alors, Monsieur Polpolin, moi c'est Christophe Dobrour. J'interviens, mais je suis un peu embêté parce que je suis journaliste à Radio Nice-Appenteil, mais je suis aussi candidat aux élections régionales sur la liste Oui à Provence, dont Anne-Marie Sgaravitz Garcia est la tête de liste pour notre département de Alpes-Maritimes. Et je remarque deux choses, c'est que votre loi est quand même historique, puisque la dernière loi importante sur les langues régionales, c'est 1951, la loi d'Exxon. Donc c'est quelque chose de vraiment très important, ce qui arrive aujourd'hui, et je pense que les médias commencent à le comprendre. Mais un autre aspect, c'est que cet avis cette censure du Conseil constitutionnel arrive au moment des élections régionales. Alors, j'ai l'impression que peut-être ça va avoir une influence sur ces élections. Et si j'ai bien compris, vous êtes aussi candidat aux élections régionales dans la région Bretagne. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui va s'imposer dans les campagnes des différentes régions françaises? Alors, les différentes régions françaises, non. Certaines régions françaises, certainement. En Bretagne, c'est déjà fait. Je veux dire, tous les candidats sérieux étaient là à Guingamp cet après-midi. Et évidemment, pour le parti du président de la République et le parti du ministre de l'Éducation nationale, ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué. Il y a des régions où ça va être vraiment quelque chose d'important. Je pense à la Bretagne, je pense en Nouvelle-Aquitaine, je pense aussi en Occitanie. Alors sans doute un peu moins chez vous, mais si vous voulez, je vois bien que ça peut être aussi un thème de la prochaine élection présidentielle, parce que il y a différentes façons de pouvoir s'imposer. Si jamais le problème n'est pas réglé chez nous, celui des écoles associatives, je crains que les prochaines élections présidentielles, certains n'aient des manifestations je pense en particulier à François Fillon. Chaque fois qu'il faisait un meeting, il y avait des gens qui étaient là pour taper dans des casseroles. Donc si le problème n'est pas réglé, à mon avis, il va se poser complètement pour les élections présidentielles. Et moi, j'aimerais bien qu'il soit réglé avant, pour dire les choses clairement. Et c'est possible, mais j'ai l'impression que tout le monde est un peu tétanisé dans l'idée qu'il faille changer la Constitution. La Constitution, ça change, hein. Je veux dire, c'est plus compliqué qu'une loi, mais enfin, c'est pas impossible. J'ai l'impression que c'est pas tant le fait que les gens, qu'ils soient bloqués à cette idée, c'est que le changement de Constitution, ça demande il y a des contraintes administratives derrière qui font que c'est presque mission impossible, non? Non, c'est une question de volonté politique. Si vous partez avec cette idée-là, vous avez déjà perdu. Une révision constitutionnelle, il y en a eu d'autres. Il y a eu celle de 2008. En plus, là, on demande une révision très partielle pour un problème très prégnant. C'est pas comme si il y avait pas de problème. Là, il y en a un. C'est demain, comment on fait pour financer les écoles associatives. Donc, c'est Blanquer qui nous a créé ce problème politique. Et moi, ce que je dis, si vous voulez, le gouvernement n'a qu'à régler le problème. Et c'est ça qu'il faut leur dire. Donc, régler le problème, c'est changer la Constitution. Faites-le. C'est tout. Je crois qu'il faut, à un moment donné, il faut être simple, hein. Voilà, on a un problème, on peut plus financer les écoles associatives. On nous dit que c'est l'article 2 de la Constitution et l'interprétation qu'en a le Conseil constitutionnel. Eh bien, on va pas changer la pédagogie. Ce qu'on va changer, c'est la Constitution. Et ça, c'est le rôle du législateur. Et le législateur, c'est le peuple. Et le Conseil constitutionnel, ce n'est pas le peuple. Oui, je voulais demander à Paul Molac
parce que bon, je ne m'y connais pas suffisamment dans les rouages de l'État. Le Conseil constitutionnel ne peut absolument pas revenir sur une décision qu'il a prise. Ça, c'est pas possible. En droit, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Hein. Mais qu'est-ce que peut faire en dehors de ce que vous avez proposé, qui me semble tout à fait justifié, l'article 2, qu'est-ce que pourrait proposer d'autre le président de la République ou le Premier ministre après leur déclaration récente là, de hier et d'avant-hier? Bah écoutez, vu que le Conseil constitutionnel s'arc-boute sur cet article 2 et sur son interprétation, je ne vois guère que la modification de l'article 2. D'accord, merci. Oui, si vous me permettez d'ajouter quelque chose. Bon, la réforme de la Constitution peut être rapide, c'est une volonté politique au sommet de l'État. Je pense que Jean-Michel Blanquer va tout faire, si tant est que l'intention existe, pour l'étouffer dans l'œuf. Mais il y a la campagne présidentielle, Paul le disait à l'instant, durant laquelle la pression va continuer, et comme le problème va être prégnant, des candidats à la présidence de la République vont bien être obligés de s'engager sur des réformes constitutionnelles. Reste à gérer l'entretemps. Qu'est-ce que l'on fait entre le 21 mai 2021 et fin 2022 ou début 2023, si cette révision peut intervenir? Il faut continuer à vivre. Moi, je crois qu'il y a... nous aussi, on peut interpréter. Il n'y a pas que le Conseil constitutionnel. Donc, on peut interpréter que quand on a dit que le bilinguisme et qu'il fallait que le français soit présent dans l'enseignement, on peut très bien imaginer que en Corse, le matin à 8 heures, quand le maître ouvre son école, il écrit au tableau lundi 1er mai, et ensuite il fait tout le reste en Corse. Bon. Et puis on dira, voilà, il y a le français dans l'enseignement. Donc on peut, nous aussi, se mettre en situation, parce que nulle part il est écrit que c'est 50-50. Ça, c'est même pas dans la décision que le Conseil constitutionnel vient de rendre. Donc il faudra qu'il y ait quelqu'un qui soit pas content que on réduise la langue française à l'écriture de la date le matin au tableau, ce qu'ils font aujourd'hui pour la langue corse dans le cadre du soi-disant enseignement qu'ils apportent à la langue corse. C'est en gros, ça consiste à ça. Donc on peut retourner les usages, et je crois qu'on a toute une série, toute une panoplie de contre-attaques de ce genre qui peuvent être mises en œuvre les unes derrière les autres jusqu'à les obliger à changer la Constitution. Bon, faut-il changer l'article 2? C'est un peu la question politique que je peux débattre avec Paul, ou faut-il apporter à l'article 75.1 ou à un autre endroit de la Constitution un renforcement de la défense des langues régionales, c'est-à-dire que au lieu de dire simplement les langues régionales sont le patrimoine de la République, y ajouter que rien ne saurait entraver leur épanouissement et limiter les méthodes pour leur enseignement. Par exemple, comme ça, je pense que ça serait plus facile à obtenir parce que l'article 2, il a un petit côté sacro-saint dans l'identité française, et on risque d'avoir vis-à-vis des dizaines de millions de Français qui ne sont pas concernés par les langues régionales, une sorte de réflexe identitaire qui se retourne contre eux. Donc je pense qu'il faut quand même réfléchir à ce processus et avoir plutôt une réforme constitutionnelle en faveur des langues régionales que de chercher peut-être un combat qui va être difficile pour supprimer cet article 2 de la Constitution. Voilà, c'est mon opinion pour l'instant, mais on va échanger dans le cadre du collectif et il faut rapidement faire une proposition et s'adresser au gouvernement à cet égard. Oui, alors, si je peux me permettre, alors on peut éventuellement modifier l'article 75.1. Alors ça peut se terminer, si vous voulez, par quelque chose du genre la loi détermine le statut des langues régionales. Et à partir de ce moment-là, ça laisse la main, en théorie, aux législateurs. Mais est-ce que ça sans limitation sur les moyens, c'est-à-dire qu'il faut quand même que l'on dise que l'on puisse ne pas interdire des moyens aux langues régionales et que ce soit ça sanctuarisé dans la Constitution. C'est ça. Mais bon, alors par contre, si le Conseil constitutionnel continue à avoir son argumentation, il faudrait dans ce cas-là réattaquer sur l'article 2. Parce que tout est possible avec lui. Hein. Il nous a bien dit que le 75.1 était juste décorum dans la Constitution. Bon. Normalement, un article de la Constitution, c'est pas du décorum. Hein. Il doit avoir une déclinaison, si vous voulez, juridique. Et c'était bien le but de cette loi, d'ailleurs. Aquesta tarda a Perpinyà hi ha hagut una manifestació de 2.000 persones, que és honorable perquè
normalment, quan hi ha una manifestació sobre una temàtica catalana, sempre hi ha un quart de la gent que ve de Catalunya Sud. Hi ha una gran solidaritat entre la Catalunya al sud i la Catalunya Nord. I avui, a conseqüència de la pandèmia i de l'obligació de tenir un PCR per passar la frontera, hi ha hagut poca participació del sud. Vol dir que hi ha una participació important de Catalunya Nord. Però hi ha hagut també la presència simbòlica més important de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha participat a la manifestació. La nova ministra de Recerca i d'Universitats del nou govern de Catalunya era present a Perpinyà. Hi havia també diputats del sud presents. Doncs hi ha també aquesta mirada del sud cap al nord i això interpel·la políticament el poder. És a dir, cada vegada que se toca una qüestió catalana és un punt sensible perquè és una situació cultural, és una situació lingüística, més també una situació política. Sobre l'estat de la situació de l'ensenyament a Catalunya Nord, s'ha parlat de les escoles associatives de la Bressola, que han començat l'any 1976 amb la immersió, però hi ha també des de l'any 1995, 1995, és una excepció a nivell de l'estat francès, se'n parla molt poc. Les escoles d'arrels, dues a Perpinyà, són escoles públiques i practiquen la immersió de la mateixa manera que les escoles associatives. Actualment són 304 mainatges infants que practiquen la immersió dins del servei públic a Perpinyà. Sobre com sortir d'aquesta situació, soc partit entre la posició de Paul Molac, revisió de l'article 2 de la Constitució com a solució possible i credible, però també soc sensible a la proposta de François Alfonsi de dir és un poc difícil de tocar l'article 2 perquè és viscut com una cosa sacrosanta dins la Constitució i potser hi hauria més possibilitats, seria més pragmàtic de donar més poder o afegir coses més importants dins d'un altre article per permetre que aquestes pedagogies immersives puguin continuar. Després, a mitjà o llarg termini, perquè no crec pas que sigui possible dins les setmanes o els mesos a venir, aquesta revisió de la Constitució, crec que el rapport de força és polític, però també té un altre nivell. Crec que si reforcem dins la vida pública en cada territori les diferents llengües a nivell de les administracions, a nivell de les institucions, dels municipis, dels departaments i de les regions, més hi haurà visibilitat i presència de les llengües dins l'espai públic, més serà difícil d'atacar la immersió i l'ensenyament del català. Doncs vol dir que, del meu punt de vista, il ne faut pas se défausser, cal pas tirar la pilota únicament a París, al govern i als polítics, tenim també in situ, sobre el terreny, la nostra responsabilitat de reforçar la posició de la llengua. Com més aquesta llengua serà reforçada sobre el terreny, més serà difícil d'atacar-la. I per acabar, voldria dir que hi ha també signes positius, han estat ja anunciats. Mai havíem estat tan a prop d'un avenç institucional, però també mai havíem tingut un interès i un recolzament, un ajut, una solidaritat del món polític, del món mediàtic i dels ciutadans. Mai s'havia vist tal com aquesta vegada. Doncs vol dir que són signes encoratjadors i això vol dir que una cosa està canviant a nivell societal dins aquesta societat formatada pel jacobinisme, pel centralisme i pel dogmatisme lingüístic. Una cosa està canviant, és pas suficient, més encoratjador.
Jo soc una catalana del sud, de Barcelona. Porto 12 anys vivint a la Côte d'Azur. Et j'ai entendu des réflexions très très intéressantes. Moi, je viens d'une éducation immersive, un bilingue, immersif catalan, et j'ai fini mon scolarité totalement bilingue. Cette peur que je pense certains jacobins ont qu'un enfant qui a fait l'école à Diwan ou à Icastola serait pas capable de communiquer également en français. Je pense que c'est une peur infondée. En Catalogne, l'immersion existe depuis les années 80 et il n'y a aucun enfant catalan qui n'est pas capable de s'exprimer également en espagnol ou castillan. Donc, il y a eu des commentaires qui me rappellent énormément à la situation qui a actuellement ou qui ressemble un peu à la situation espagnole. Cette idée que la société avance d'un côté, mais l'État profond se retranche derrière la Constitution comme si c'était vraiment figé dans la pierre. Par contre, j'ai l'impression que l'idée de changer la Constitution en France, c'est moins tabou. Chez nous, on parle de toucher à la Constitution de 1978, qui n'est qu'autre que la Constitution qui nous a sorti d'une dictature après 40 ans. Donc c'est vraiment le début de la démocratie en Espagne, et depuis elle n'a pas été touchée, modifiée ou quoi que ce soit. Je pense que la France est beaucoup plus ouverte dans ces sens à faire un changement de constitution pour faire évoluer la constitution avec l'avancement des besoins de la société. Après, on dit souvent les langues minoritaires, mais pour moi ce sont des langues minorisées, marginalisées. Elles sont minoritaires et restent minoritaires parce qu'on leur donne pas les moyens d'exister. Et c'est quelque chose que je pense que les gens qui ont une langue minorisée, nous devons de lutter pour exister. Et c'est souvent dans l'État jacobin français et l'État-nation également espagnol, même si chez nous ça existe la co-officialité, il faut vraiment protéger les langues pour sa survie, son enseignement et son épanouissement. Après, une autre chose curieuse, comme vous dites, la France est entourée d'exemples des pays où il y a plusieurs langues qui sont co-officielles, et par exemple la Belgique. Et par contre, la France, c'est vrai que je savais pas cette anecdote fait de Moscovici, qui considérait qu'il n'y avait pas de langue régionale en France. Et après, je pense que c'est pas. Il paraît que Blanquer, il a fait une manifestation en disant qu'il voudrait pas avoir le phénomène catalan en France, mais le phénomène en catalan, je pense qu'il réfère à la Catalogne du Sud, c'est pas une crise linguistique, mais une crise démocratique. Le souci en Catalogne, ce n'est pas si à l'école on apprend le catalan ou on ne fait que l'éducation en une seule langue, en castillan. La crise qui est aujourd'hui en Catalogne, c'est une crise démocratique. Jordi Cuixart, Jordi Sanchez, ils sont en prison, et Amnesty International et les Nations Unies ont dit ils sont en prison pour avoir exercé son droit de manifestation, des libertés d'expression. Donc ce n'est pas du tout le phénomène catalan, ce n'est pas parce que ça existe l'immersion linguistique. Et après, je pense que c'est une opportunité que, comme on disait, ça tombe bien, on dirait que toutes ces mobilisations arrivent quand il y a les élections régionales et départementales au mois prochain, et que du coup c'est une opportunité pour vraiment que la société locale de chaque village, de chaque région, il puisse faire entendre sa voix, et à travers les départementales et les régionales faire monter ce besoin de reconnaissance et de pouvoir apprendre sa langue là où elle se parle. Après, peut-être Blanquer, il a peur qu'il y ait un phénomène catalan avec le retour de Manuel Valls. Mais excusez-moi, elle était tentante. Mais il se considère que français par-dessus tout. Il a régné de sa catalanité, donc. Mais j'aurais peur aussi, hein. Blanquer, c'est aussi un nom catalan, non? Oui. C'est un renégat. Oui, alors je dois préciser que Manuel Valls a publié une tweet din Lucao
a saludat la décision du Conseil constitutionnel de censurer la lei Moulac, indiquant que logique la langue de la République est le français. Je dirais que tout ce travail qui a été fait depuis maintenant plus de 40 ans par les écoles associatives vraiment porte ses fruits, et on voit à quel point ça pousse effectivement l'éducation nationale à construire des classes bilingues. Ça, c'est important, et surtout de changer un petit peu les mentalités et de donner je dirais un petit peu plus d'ambition, d'espoir, de fierté pour notre langue et notre région. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on se bat. Bon, personnellement, je me suis engagée pour ces élections régionales aux côtés de Hervé Guerrera dans la liste Oui la Provence, Hoc per Province, en grande partie pour justement pour montrer notre différence avec les autres listes qui pour qui la langue occitane dans l'ensemble n'est pas importante, quoi. Que c'est important de parler de bilinguisme, mais surtout de plurilinguisme. Bon, comme de nombreux psycholinguistes l'ont démontré depuis de nombreuses années, toutes les études donc dans ce sens montrent que plus on est confronté à des langues jeunes, et plus on peut s'ouvrir vers d'autres langues et avoir des facilités, y compris pour d'autres disciplines comme les mathématiques, la musique, etc., etc. Et donc après un certain temps de recul justement de cette expérience, on voit bien ce que ça donne. L'autre jour, en écoutant le 8 avril les débats à l'Assemblée nationale, j'ai remarqué qu'il y avait même des députés qui étaient issus des rangs et qui se revendiquaient avoir été dans des écoles bilingues ou associatives et qui étaient tout à fait au niveau en France, c'est bien sûr. Voilà, autour de cette table, je pense que tout le monde connaît ça. Bon, je veux pas rabâcher les choses que vous connaissez déjà, mais simplement insister sur l'importance du bilinguisme, du plurilinguisme et du respect de nos langues et de nos cultures. Malheureusement, ici en Provence, je pense que le plus gros problème, c'est de sensibiliser comment dirais-je, enfin de faire conscientiser les gens qu'il y a une langue déjà, et que c'est autre chose qu'un patois. Bon, ce matin, nous nous sommes réunis avec les professeurs d'occitan donc pour une conférence de presse donc organisée par les professeurs d'occitan de Nice, et une journaliste de Radio France Bleu, France Bleu Côte d'Azur, pardon, est venue. C'est une jeune fille très intéressée et qui a été très ouverte et qui sans doute fera quelque chose de très intéressant qui passera demain matin sur la radio. Et à la fin de la discussion avec elle, eh bien on a réussi à lui faire réaliser que elle-même, qui était originaire, me semble-t-il, de la Corrèze, eh bien elle a réalisé que ses parents, la langue de ses parents, la langue que parlaient ses parents, eh ben c'était de l'occitan. Voilà. Donc, ce sont des petites choses comme ça incroyables qui se passent en ce moment. Je pense que comme le disait Paul Molac tout à l'heure, l'opinion publique a tourné, et actuellement on est dans un basculement de la conscience linguistique et de la richesse de cette langue et de cette culture qui commence. Bon, encore une fois, grâce au travail de toutes ces associations depuis de nombreuses années, qui commencent à porter ses fruits, et il me semble que c'est vraiment le moment d'enfoncer le clou et d'aller jusqu'au bout de nos convictions pour beaucoup plus de positivité, pour un ancrage dans la langue, dans la culture, dans les valeurs qui sont les nôtres, et pour redynamiser notre région et porter un projet commun pour notre région. Voilà. Come rimanda a una questione d'ordine mai generale, avem visto che la lei Moulac e la censure sont un po' un'illustration de la pression des secoli che met l'estate française su le lingue minoritari. A quoi illustre tant bien que la réforme des Blanquer un moment a
prefondat tutte cinque lo mitan cultural occitan havia bastit per capita d'ottenir d'avançada din ensenyament, tout à coup es estate, come si dit balayer, ed inambrate le mot, per la reforma Blanquer. Besai, il n'y a pas un moment que le moment est pas vaincu, Besai, de considérer et d'accepter certaines réalités, par exemple, que s'il y a une réalité, la réalité d'un conflit linguistique entre le français et les langues minorisées, que Besai, la solution viendra pas de l'État français, que Besai, la solution la devra trouver un autre, et que c'est l'école, l'enseignement public, s'ostine de refuser de laisser une place digne per les nostres langues, est-ce pas un moment, par exemple, des pieds d'initiative, des fois de l'État? Basta de dire que la compétence linguistique est quelqu'un qui appartient à la région, justement, que la région a la compétence linguistique et culturelle, donc à qui poden faire des projets forts intéressants. Bon, est déjà une adraia, et si siamo pas elegit, veillerem de continuer la bataille en parlant au monde que c'est elegit. Estumatim, per exemple, à Nice, à dire qu'à la conférence de presse, hier on très elegit une de la région, qui s'y soit Pierre-Paul Léonel, qui est elegit à la région à Ur, et qui sera Besai encara elegit, et donc à qui per premier coup s'est engagé et vertadira même per soutenir la langue et la culture nostra. Il y avait també une elegit de la commune, qui s'y soit Jean-Luc Gagliolo, petit-fils de Pichimfelen des Gag, Francis Gag, au Tournissart, et també une deputada, une giove deputada, qui era en le collège dont ensenyava Raoul Dufianis, et aquella giove deputada qui a votat per la lei Molac. Donc, est-ce le premier cas qu'avait recampat tant de politiques per une conférence de presse et qui avait fait la photo tout ancien. Oui, aquella frem es Marine Brunier qui a remplaçat justement Lucretia Estrosi dina sua circonscription, donc es ver qu'es una deputada importante aquí, et din nostre département avait un gut qui est très députat sunou qui han votat, qui han participat, et ben segur que ron d'acord di. Sí, voldria tornar sobre el que he dit sobre les responsabilitats. Em sembla que és una cosa ben francesa, i nosaltres hi som també participants, que ens volem sempre descarregar sobre l'Estat. L'Estat amb les seves posicions regalianes sobre l'ensenyament, sobre moltes coses, si les coses se fan pas bé, és la falta de l'Estat. Jo crec que hi ha una responsabilitat local, departamental i regional, i cal pas escapar d'aquesta responsabilitat. Allí, els 4 o 5 presidents de regions s'han posat d'acord sobre un text comú a través des Office Public de la Langue, una declaració comuna per portar al primer ministre sobre aquest tema de la llei Molac. Això vol dir que si ens descarreguem sempre sobre els polítics per tractar un problema polític, evidentment, és el seu treball, ho tenen de fer, me sembla que els cal també responsabilitzar en ells sobre les seves pròpies institucions, les regions, els departaments, les comunitats de comunes, els municipis. Si no, els posem al mateix nivell que l'Estat. És a dir, que a nivell de l'Estat francès, la langue de la République, c'est le français, et les langues régionales font partie du patrimoine de la République, podem dir la mateixa cosa de les regions. Si fan tot en francès, els departaments igual, la langue du département, la langue de la région, c'est le français, et le catalan et l'occitan, font partie du patrimoine de la région du département. I cal ser més exigents de cara a les nostres pròpies institucions. I jo crec que el rapport de força se té de fer políticament
amb els polítics i amb els elegits, més se té de fer també sobre el terreny, dins les competències de cada municipi, de cada departament, de cada regió. Cal ser exigents amb els mateixos si volem ser exigents amb els altres. Ben, eu sou gairebé d'accord amb ce que diguet l'Upere, après, ben, me va permettre de rebondir sus mantunes causes. Bon, ja, eu lo malastre de vivre dins une région, en veig de dis putanière, per de que raubet un nom et desnigret lo català, per de que, bon, aquí, eu vivi en province occitane unifiée à la France, bus d'així fai lo raccourci, et que est veritat que bon, de veritat cal parlar al poble, cal parlar també als elegits locals a nivell politic, sus aco sui força d'accordi, ma lo problème és també lo biais pedagogic de lo faia, que eu vesi força en 22 ans de journalisme a Radio Occitanie, vesi força d'elegits que me dison, bon, ben c'est bon, j'ai vu les Occitans, que l'occitanisme dins un biais de funcionar no faguet passar dins una categoria en veig de dis socioprofessional, van veure los occitans com van veure les marins pêcheurs ou les métallos, et donc, del moment qu'on se dit vau veure los occitans, vol dir que on se sentis pas occitans, ça ho mateix, et a com pas de problème, donc, voloi, lo vostre vetjaire sus tot aco, et après, aura une question demà, une question Bussiti News, a précisi. Mi sembla que hier una frase pronconeguda n'hi ha de 70, occitan parla ta lenga, sian totes occitan, és ver, e devant tu parla la nostra lenga. Et sensibilitzar, et és un peu aco que disi tout tard, és a dir que la consciència d'aquesta lenga s'és perduda e mulun de jove podem passar el bac sense saber que hi és una altra lenga que el francès aquí, una vertadera lenga que és l'occità. Et donc, cal sensibilitzar el món. De veritat, après, pensi que cal veure com lo sensibilitzen e pla pensar en termes de comunicació e de so que dicen. Alors, qui compte mai que eu m'inquiest, bon, lo Paumola, que lo francès Alfonsi, lo digueron, e los grammaircegi de l'ave dit, ben, de veritat que començo de parlar dins la societat entreverguet normal de la problématique de las lengues minorisades. Je suis complètement d'accord amb Anna, sem pas minoritat, sem minorisats. Ça que là, il y a des causes que més pauruga. Per baila un exemple, vegeri passar una vidéo partejada d'empertut de Natasha Polony. Natasha Polony, capredactrice de Marianne et coneguda per estre souverainiste, per de que fuguet sus de tiers de Jean-Pierre Chevènement, per estre plat jacobine et tout à coup, que commence des thèmes et discours de la mène. Oui, mais les langues régionales, il faut les protéger. Les calendrettes, les diwans, c'est bien, mais regardez, il y a une école turque. Là, par contre, c'est pas pareil, parce que eux, ils sont pas de chez nous. Vezi muntam e des inclusi pels compans de Perpignan per de que ven del meu vezi Perpignan se trapa amb un cun sul Front National, sabi que vos autres amis avets aquel putanier de Vardon que fout taber un rambai. Est-ce que justement prenem pas la risque de la récupération, mais pas de la récupération du bon sens, de la récupération cal parla las langues, so que disios per la journaliste de France Blu. Eu lei discute, za 23 ans en arribant a Radio Occitanie, que hi ha presque mon grand-père aranès parlava occità. Per eu parlava a la debut espanyol, après me suis dit, bon, espace d'espanyol com apreni a l'escola, donc deu estre de català. Est-ce que prenem pas le risque de se faire récupérer per di mau fatan du monde que van dis que hi passe de ce que pensi le discours majoritari qui també si existe dins las langues minorisades, de dis, ouais, cal desfendre la langue minorisada per de que sun del nostre, per contre, sen invasit per las langues d'enda con mai, a cos se n'encasi és un bucia conquesta. A nivell català se planteja pas aquest, no? Voldria donar una informació que segurament sabeu. Heu parlat dels mitjans, de France Bleu, de Polony.
jo voldria assenyalar també que hi ha Michel Felten-Palas, redactor en cap de l'Express, que publica cada setmana una infoletra, una setmana sobre la llengua francesa i una setmana sobre les llengües regionals i fa una pedagogia molt interessant pel gran públic. I em sembla que és una cosa que cal fer la promoció o cal demanar a la gent que s'aboni en aquesta infoletra, és gratuït, és de moment el primer periodista d'un gran mitjà parisenc especialista que s'interessa per les llengües regionals. Oh, força bé, són tots abonats. Una reacció l'audits, l'heu faig, me vau encara fer d'amics. Eu per abagut les casens d'escanviar amb Michel Felten-Palas, me diguet un junt, hi ha 2 setmanes de lengues, sem partit en parlant media. Me diguet, hi ha 2 setmanes de media, hi ha los grans media i los altres, et il y a 2 setmanes de langue, et on ne peut pas considérer que l'occitan ou le catalan sont complètement al mateix nivell que le français. Donc, si vous avez des doutes, et dirais, dis pas que cal pas soutenir le travail de Michel Felten-Palas, mais pensi que per me dira pas l'encontrare, cal tabe soutenir Nisa Pantaille, Radio Arels, Radio Occitanie, Radio Pays, Radio Languedoc. Il y a trop une pantaille del média national, une pantaille de Paris. Est-ce que ici pas sur les médias nationaux, ça n'y a qui font de bon travail, mais bon, les médias locaux en langue font un travail de las bones que calpas des bremba et que des costumes allemans d'inocitanisme à cause des bremba. Caire politique, le cartedor politique de la Radio Nisa Pantai. Une émission co-présentada da Christophe Daurure et Cyril Joannin. En esclusività per la Radio Nisa Pantai, des reportages exceptionnels sur des sujets d'actualité en Cuntea, en Occitania tutta, ou même à l'international.